Bon matin, il est lundi matin. Une matinée un peu ennuagée. Nuageux? Oui, non, c'est pas le genre de matin qui te donne envie de te lever, mais au moins il ne pleut pas pour l'instant. Apparemment, il va pleuvoir demain. Ou cet après-midi, je sais pas, mais comme le reste de la semaine, là, c'est une semaine yache. Comment allez-vous? Comment ça va? Hey, moi, cette fin de semaine, j'ai pas fait grand-chose, ce qui est rare, parce que normalement, je suis tout le temps devant l'ordinateur, puis je suis en train de travailler, je suis en train de faire quelque chose. Mais cette fois-ci, je fais pas grand-chose. Et c'est pas une mauvaise chose, ça, de ne pas avoir grand-chose à faire. Il y a tout le temps cette mentalité que c'est pas bon d'être paresseux, d'être oisif, d'avoir rien à faire. Mais pour ma part, je crois que des fois, avoir rien à faire, c'est une bonne chose. C'est bon de se débrancher, de se déconnecter. Puis là, je suis en train de regarder, je suis en train de trouver l'article qui m'a frappé cette fin de semaine. Mais juste pour en finir avec l'idée de n'avoir rien à faire, comme j'entends souvent mes collègues dire « cette fin de semaine, j'apporte rien à la maison ». Puis c'est leur droit de ne pas travailler. On ne s'attend pas à ce qu'un médecin travaille lorsqu'il est à la maison. Non, il a ses heures de bureau, puis on les respecte. En tant que professionnel, on ne s'attend pas à ce qu'un prof travaille après les heures de cours, mais on le fait pareil. On le fait pareil parce qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas le temps pendant la journée d'école pour faire ce travail-là. Moi, je suis la genre de personne qui préfère travailler pendant la fin de semaine, pas parce que j'aime ça ne pas avoir une vie, mais plutôt je ne veux pas avoir ce stress-là qui plane, ces tâches-là qui planent au-dessus de moi pendant ma semaine de travail. Je sais qu'il va y avoir d'autres tâches qui vont se rajouter sur mon assiette et je ne veux pas avoir quelque chose qui est déjà placé sur mon assiette parce que je ne voulais pas y toucher. Non, mais je pense qu'on se comprend. On a tout le temps une assiette qui déborde, parfois qui déborde beaucoup, et c'est ma responsabilité professionnelle de ne pas être submergée par ce qui se retrouve sur mon assiette. Je vais agir de façon à gérer ce qu'il y a sur mon assiette. Puis ça, oui, ça veut dire que je vais apporter du travail à la maison, que je vais faire du travail à la maison. Je me sens beaucoup plus productive la fin de semaine que, disons, le soir, quand je suis vraiment claquée. Là. Le soir, oubliez ça. Je n'ai pas l'énergie nécessaire pour me taper des corrections de production écrite. Cela étant dit, ce qui m'a frappé cette fin de semaine, pour ce réveil pédagogique du lundi, c'est un article qui a été publié dans la presse, Le cri du cœur de Grégory Charles. Bon. Si vous avez mon âge, bref, dans la quarantaine, ou même un peu plus, vous connaissez très bien, pertinemment, Grégory Charles. Puis même si vous êtes un peu plus jeune, vous le connaissez sans doute à cause de Star Academy. Moi, je l'ai connu quand il a joué dans Chambre en ville. Je l'ai adoré dans Chambre en ville. J'ai bien aimé son rôle. Donc, je suis très consciente de sa présence sur la scène québécoise, Grégory Charles. Certains détails qui m'ont surpris. Premièrement, il a été prof. Bon. Un prof sans brevet, mais il s'est engagé dans la profession d'enseignant parce qu'il voyait qu'il y avait des problèmes et qu'il y avait quelque chose à faire, à corriger, à réparer, des bobos à réparer dans le système. Mais il a été prof d'histoire, il a été prof de musique ou de chant précisément, il enseigne le piano. Puis il a toujours été engagé et un grand
je ne vais pas dire un admirateur, c'est pas le bon mot, mais il soutenait la réussite étudiante, sachant pertinemment qu'il y avait des problèmes dans le système éducatif québécois. Mon problème avec cet article, ce n'est pas que c'est Grégory Charles. Non, non. Mon problème, c'est pourquoi est-ce qu'il faut une vedette pour mettre en lumière les problèmes qui existent dans le système éducatif? Nos manifestations l'année passée étaient insuffisantes. Il faut qu'une célébrité en parle, il faut qu'une vedette en parle pour légitimiser nos problèmes. Just saying. Tu sais, c'est un peu insultant. Puis je respecte Grégory Charles qui a décidé de se lancer en enseignement alors qu'il n'était pas enseignant. Puis ça, c'est important à comprendre parce que il y a certaines personnes qui vont décrire les problèmes, disant avoir des solutions, mais n'osent pas mettre les pieds dans une salle de classe. Donc, je l'applaudis, tout à fait. Mais je trouve ça un peu, je ne sais pas qu'est-ce que mon voisin d'à côté fait dans sa classe, mais on dirait que c'est la redécoration. J'entends des tables qui se déplacent. Bref, Grégory Charles propose certaines solutions pour corriger le problème qui existe ou les problèmes qui existent en ce moment dans le système éducatif québécois. Je ne vais pas lire l'article au grand complet, mais il propose certains changements et je suis plus ou moins d'accord avec ces changements-là. Pas parce que les idées sont illogiques, mais pour appliquer ces solutions-là, il faut qu'il y ait des changements préalables. Donc, Grégory Charles propose des idées, des solutions pour corriger les problèmes qui existent, le décrochage scolaire, le manque de motivation, les problèmes qui existent entre les filles et les gars. Bon, la première chose qu'il propose, et parce qu'il a été prof d'histoire, il suggère enseigner par l'histoire, et je cite. Dans mon projet d'école primaire, il voulait faire une école primaire où on enseignait juste l'histoire. Je voulais enseigner seulement une matière, l'histoire. Ça aurait servi de base pour aborder les autres sujets. Je suis totalement convaincue qu'apprendre la langue par l'histoire des mots, c'est 1 million de fois plus intéressant que d'apprendre pourquoi un mot finit par un « X » plutôt qu'un « S ». Je suis d'accord. Mon père, qui a été un suppléant de longue date, enseignait l'histoire, c'était sa passion. Puis les élèves disaient qu'ils apprenaient plus quand mon père leur enseignait l'histoire qu'enseignait le français. Pas qu'il n'était pas un bon prof de français, mais entendons-nous, je trouve qu'il s'engageait, du moins, les élèves trouvaient qu'il s'engageait plus dans son cours d'histoire. Mon problème avec cette idée-là, ce n'est pas nécessairement enseigner l'histoire, mais compte tenu des développements sociaux, politiques récents, quelle histoire? Quel cours d'histoire? L'histoire du Québec et du Canada? Allons-nous ignorer une fois de plus l'histoire autochtone et l'histoire des personnes racisées, surtout la culture noire, la communauté noire du Québec, qui a une histoire riche et vaste. Donc, oui, bravo, on va enseigner l'histoire, mais il faut faire attention, quelle histoire allons-nous enseigner? Donc, ça, c'est mon premier commentaire. Sa deuxième idée, c'est un congé en janvier. Puis là, il précise, on enseigne à l'automne lorsque la luminosité diminue. Arrivé à Noël, on est tous fatigués. Je suis d'accord. Bravo, je suis d'accord. Enseigner quand il fait noir, c'est pénible. Surtout quand
on travaille dans une école où on finit plus tard, une école où on finit vers 2h30, là, une école comme la mienne, c'est peut-être, l'impact n'est pas là, mais le matin, quand on se réveille, puis il fait complètement noir, c'est brutal. C'est brutal. Alors, ils proposent avoir congé au mois de janvier. Moi, ce que je propose à la place, c'est peut-être utiliser un modèle européen qui, oui, tient compte de certaines fêtes religieuses. Puis là, ça va être un autre commentaire pour plus tard, peut-être dans une autre vidéo. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir des blocs de 2 ou 3 semaines de congé à travers l'année. Oui, tu as quand même 4 semaines l'été, mais tu aurais comme un congé prolongé au mois de janvier. Et c'est quelque chose qui n'est pas horrible en soi. Ce qui m'amène à ce qu'il dit plus tard. Il propose d'avoir des cours, commencer les cours au mois d'août. Ce qui est pas une idée mauvaise, parce qu'il y a plusieurs écoles secondaires, américaines, puis même, je pourrais dire ailleurs au Canada, où on commence l'école au mois d'août. Mais on a un gros problème. L'infrastructure québécoise, c'est-à-dire les écoles, les bâtiments, les édifices où nous avons nos cours, ne sont pas conçus pour supporter les étés québécois, c'est-à-dire les grandes chaleurs et l'humidité. Parlez-en à tous les profs qui enseignent jusqu'au mois de juin, et je ne veux pas comme transformer ça en speech sur les problèmes environnementaux et la crise environnementale. Je ne suis pas ici pour ça, mais on a eu des vagues de chaleur au mois de septembre. Ça fait que si on veut proposer des cours, commencer les cours au mois d'août, il faut réparer les écoles. Il faut avoir des écoles conçues pour rafraîchir les élèves, pour permettre un apprentissage convenable qui n'est pas, je ne veux pas dire atténué, mais qui n'est pas étouffé par la chaleur. Parce qu'un élève qui a chaud, qui transpire, qui colle sur sa chaise, ça ne va pas apprendre. Je peux te garantir ça, Grégory. Okay, je te parle à toi, là, Grégory. À vous, Monsieur Charles, il fait chaud dans nos écoles, OK? Oui, il y a certaines écoles où on a l'air climatisé, mais c'est une minorité. Just saying, c'est une minorité. Intégrer les camps à l'école, c'est une autre idée qui est une bonne idée parce que l'apprentissage par projet, l'apprentissage ludique a sa place dans le système éducatif, puis on le reconnaît, ça fait que bravo. Mieux accueillir les élèves, ça, je pourrais parler long en large du climat d'école, du climat positif d'une école, School Spirit. Et il y a de plus en plus d'écoles qui utilisent des demi-journées pour les élèves, pour mieux les accueillir. Surtout en secondaire 1, on a des ateliers qui sont offerts aux élèves de 6e année qui arrivent en secondaire 1. Cependant, il y a un autre article qui a été publié par la presse au sujet des écoles à Laval, le centre de services scolaires de Laval, qui est en train de revoir leurs édifices et leurs écoles pour éviter la séparation secondaire 1, 2, 3 et secondaire 4, 5, ce qui va un peu à l'encontre de son idée. L'idée qui m'a dérangée le plus, non, ce n'était pas la gratuité scolaire en question. C'est pas remettre la gratuité scolaire en question qui est sa dernière idée. L'idée qui m'a dérangée le plus, c'est dépasser le 100%. Il précise, et je cite, « On devrait continuer d'évaluer avec des pourcentages, mais déplacer le dénominateur commun. Si un élève est rendu à 97, évaluons-le sur de nouveaux critères. Mettons le dénominateur à 115 points ou 122 points. » J'ai un gros problème avec ça.
Oui, on peut avoir des groupes enrichis. Et dans ces groupes enrichis, si on veut changer le dénominateur et le mettre sur 125, let's go, allons-y. Mais si les élèves sont anxieux, si les élèves sont stressés, si les élèves refusent d'aller à l'école, oui, c'est à cause de l'intimidation, oui, on peut dire ça. Mais les élèves sont profondément anxieux et stressés envers le résultat scolaire. Le fait qu'on les a réduits à un chiffre, à un nombre, le fait qu'ils doivent avoir les meilleurs scores possibles pour entrer au cégep, le fait que les programmes sont tellement contingentés qu'il faudrait avoir quasiment un 96, un 96 de moyenne pour pouvoir entrer est désolant. Les élèves ne sont plus satisfaits avec le résultat qu'ils obtiennent, et ce, malgré les efforts incroyables qu'ils font. Puis, veut pas, si certains élèves ont été, je ne veux pas dire marginalisés, ça, c'est un terme péjoratif, ça. Bon. Si les élèves ont été séparés parce ils font preuve de douance, c'est beau, mais qu'on ne change pas la donne pour eux, parce que même ces élèves doués, tu sais, le petit Charles Alix, là, qui a des 98 en maths puis en français, oh mon Dieu, bien, il est probablement stressé aussi. Puis, il souffre probablement d'anxiété de performance parce qu'il n'a pas envie de couler. Donc, il se met énormément de pression sur les épaules. Donc, changer ce 100%-là, puis quand on pense à toutes les recherches en ce moment sur reconsidérer l'évaluation et repenser l'évaluation, je ne sais pas si dire qu'on devrait aller plus loin que le 100%, on devrait peut-être, à la place, encourager un apprentissage de longue durée, un apprentissage à vie, pousser avoir des cours avancés, avoir des cours plus exigeants, mais sans nécessairement dire, ben, tu es capable d'avoir 125%. Ça se dit comme motivation, comme façon de motiver les élèves, mais la minute qu'on va faire ça, on va se retrouver avec des élèves beaucoup plus anxieux. On va créer un système beaucoup plus anxiogène pour les élèves, ce qui est loin de ce que M. Charles, je crois, aimerait voir dans le système scolaire québécois. Cela étant dit, on est déjà à 18 minutes, j'ai parlé beaucoup, mais j'avais beaucoup à dire parce que, comme j'ai dit, c'est pas souvent qu'une personnalité québécoise va s'exprimer au sujet de l'éducation, mais c'est donc bien plate qu'il faut qu'une vedette en parle pour qu'on se pose des questions et qu'on réévalue de la façon qu'on fait les choses. Monsieur Charles, si vous avez envie de poursuivre cette discussion, je suis prête à l'avoir avec vous. J'ai une chaîne YouTube pour ça. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent lundi. J'ai une grosse journée. Et j'espère que la vôtre sera agréable, surtout si vous avez une tasse de café entre les mains, comme la mienne. Oh, petite gorgée. Bonne journée.